Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire, l'histoire qui se raconte sans se la raconter. Mon thème aujourd'hui est la décolonisation. Alors, qui dit décolonisation dit colonisation. Qu'est-ce que la colonisation? La colonisation, c'est l'occupation de territoires par une autre puissance. Au XIXe siècle, ces puissances sont essentiellement la France et la Grande-Bretagne. Alors pourquoi coloniser, me direz-vous? Coloniser pour plusieurs raisons. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, l'Europe est en pleine croissance industrielle. Il faut qu'elle exporte ses produits. Il faut aussi qu'elle recherche de nouvelles sources d'énergie, notamment le charbon. Il faut aussi des terres pour que les puissants cuirassiers puissent faire escale, c'est-à-dire notamment dans le continent Madagascar. Il faut enfin exporter la supériorité, la culture de l'homme blanc sur les autres peuples, considérés à tort comme inférieurs. Je vous rappelle que le continent, les Asiatiques et les Africains n'ont pas attendu l'arrivée de l'homme blanc pour avoir les plus grands poètes, les plus grands peintres ou les plus grands architectes. Ils ont développé dans certains pays une culture qui était 100 fois supérieure à celle de certains pays européens. Mais bref, il fallait bien se donner des prétextes juridiques, philosophiques, moraux, pour conquérir ou s'établir dans de nouvelles terres. Pour la France, la première fois qu'elle met le pied en Afrique, c'est par la conquête de l'Algérie, juillet 1830, sous le règne de Sa Majesté le roi Charles X. Alors, évidemment, ce système de conquête coloniale va durer jusqu'au début de la guerre de 14-18. La France et la Grande-Bretagne se taillent évidemment la part du lion. Les autres puissances, certes, ont réussi à faire quelques conquêtes, notamment l'Italie, la Somalie, mais rien de comparable entre la France et la Grande-Bretagne, qui se partagent l'essentiel des terres mondiales. Alors, les causes de la décolonisation, qui serait ma première partie, que sont-elles? D'abord, je vous rappelle que la Première Guerre mondiale a été un facteur déterminant. Les peuples colonisés ont vu avec effroi des peuples blancs, dits supérieurs, s'affronter dans des batailles sanglantes pendant 4 ans. Et se sont quand même posés parmi leurs élites d'où pouvait être cette supériorité, puisque ces peuples dits colonisateurs dénonçaient chez les colonisés des pratiques qu'eux-mêmes faisaient, c'est-à-dire la guerre à outrance, c'est-à-dire s'affronter sans pitié, avec des massacres sans nom. Enfin, entre les deux guerres, certains dirigeants, certaines élites africaines ou asiatiques ont fait des études. Notamment, je prends le futur président Bourguiba, a fait des études en France. Ces gens-là ont fait les plus grandes écoles, Saint-Cyr, HEC, Polytechnique, et ont obtenu les meilleurs résultats, tout comme leurs condisciples français. Donc, pour eux, c'était une preuve évidente qu'il n'y avait pas de supériorité intellectuelle, puisqu'eux-mêmes avaient et obtenaient les meilleures notes et les mêmes diplômes. Enfin, autre facteur, certains peuples ont décidé aussi de relire la Déclaration des droits de l'homme et peut-être d'affirmer par ce principe qu'eux-mêmes devaient être indépendants et ne pas être soumis à aucune ingérence, quelle qu'elle soit. Enfin, en 1945, l'Europe, qui était déjà affaiblie, l'est encore doublement. La plupart des pays sont ruinés, surtout les grandes puissances coloniales. Elles ont été vaincues. Elles sont incapables d'assurer une présence dans ces terres que sont le continent africain et le continent asiatique. Encore en plus, une baisse de prestige. Les peuples colonisés ont parfaitement vu que certains pays comme la France se trouvaient totalement anéantis par d'autres puissances comme l'Allemagne. Enfin, la déclaration de l'ONU du 26 juin 1945, dans sa charte de fondation, est très claire. Elle affirme solennellement que tous les peuples doivent disposer d'eux-mêmes et doivent eux-mêmes s'auto-gérer. Enfin, vous avez l'attitude des deux grands. N'oubliez pas le contexte de la guerre froide. L'URSS et les USA. Les USA sont hostiles à toute forme de colonisation. Ils ont en tête
eux-mêmes d'avoir été colonisés par la Grande-Bretagne. Quant à l'URSS, elle estime que c'est de la manifestation la plus ultime de l'impérialisme qu'un pays puisse soumettre à un autre pays et imposer un modèle qui n'est pas le sien. Enfin, cette décolonisation va s'accélérer parce que les puissances étrangères, je le répète, n'ont plus les moyens financiers d'entretenir des troupes et surtout de maintenir une présence policière ou militaire coloniale dans leur pays d'occupation. Il faut donc en passer par une phase soit d'indépendance, soit les pays colonisateurs accordent l'indépendance, soit ils la refusent, mais on s'engage dans une guerre coloniale, du même style que la France pour l'Algérie. Alors, de quelle façon certains pays ont accédé à l'indépendance? Je vais prendre l'exemple de l'Inde. Si vous prenez l'Inde, l'Inde a été conquise durant tout le XIXe siècle. Elle était déjà occupée partiellement par la Grande-Bretagne, qui avait établi au XVIIe ce qu'on appelle des comptoirs, c'est-à-dire que les principaux ports hindous étaient majoritairement occupés par les troupes coloniales, notamment par la fameuse Compagnie des Indes. Puis plus tard, au cours du XIXe siècle, dans un souci d'impérialisme, de développer la puissance britannique, l'Inde a été entièrement conquise par les troupes britanniques. D'ailleurs, à partir de la fin du XIXe siècle, la reine Victoria elle-même porte le titre d'impératrice des Indes. En Inde, il y a donc un vice-roi qui représente l'impératrice reine de Grande-Bretagne. Alors, en Inde, le même principe se pose. Certains leaders, certaines élites, comme Gandhi, comme Nehru, ont fait des études en Grande-Bretagne, ont vu la façon de faire des colonisateurs, ont acquis les mêmes diplômes, et donc ont décidé de revenir dans leur pays, prôner l'indépendance. Gandhi et Nehru ont lu la Déclaration des droits de l'homme. Donc, ils décident de la faire appliquer à leur propre pays. Alors, pour Gandhi, le Mahatma Gandhi, ça sera ce qu'on appelle des sittings, c'est-à-dire qu'on va paralyser avec une foule de plus en plus importante, d'autant que ce personnage bénéficie d'une certaine aura religieuse, euh, les trains, les transports, pour manifester contre l'occupant anglais. Enfin, la conférence de Bandung de 1955, qui réunit plusieurs pays d'Afrique et notamment des leaders, affirme haut et fort qu'aucune puissance ne peut s'imposer à une autre, que les pays sont libres de choisir leur propre gouvernement et de s'autodéterminer. La Grande-Bretagne, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se rend vite compte qu'il va être impossible de maintenir son occupation dans l'Empire des Indes. Je dis volontiers l'Empire des Indes parce que ce n'est pas les Indes actuelles, ce n'est pas la République hindoue. Ça comprend le Bangladesh, le Pakistan. C'est donc beaucoup plus vaste que ce ne l'était à l'époque. Alors, heureusement, en 1947, elle nomme un homme suffisamment intelligent qui s'appelle Lord Mountbatten comme vice-roi des Indes. Et ce vice-roi des Indes va faire en sorte de parler intelligemment au chef de l'indépendance, Nehru, Gandhi, Aljima, pour pouvoir négocier le retrait des troupes britanniques et de ce fait la suzeraineté de la Grande-Bretagne. Alors, en août 1946, Jimad, lui, impose la cession du Pakistan, puisque on va quand même avoir une ligne de fracture entre les musulmans d'une part et les bouddhistes de l'autre, ce qui va donner la création du futur Pakistan. Mais en août 1947, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan est actée. En 1971, ce sera le Bangladesh qui lui-même va être indépendant. Alors, évidemment, cette indépendance ne va pas se faire sans heurts. N'oubliez pas qu'à partir du moment où les troupes britanniques se retirent en ordre, il va y avoir des déchirures religieuses, il va y avoir des affrontements violents entre bouddhistes d'un côté, musulmans de l'autre. 300 à 5000 personnes seront déplacées. Un habitant sur 1000 sera tué. Il va y avoir des massacres à grande échelle. Même le Mahatma Gandhi lui-même sera assassiné.
je vous invite à regarder ces épisodes à travers un excellent film, Le dernier vice-roi des Indes, qui raconte l'arrivée de Lord Mountbatten et puis surtout la partition de l'Inde et sa négociation avec les leaders de l'indépendance. Alors, voilà l'Inde qui a accédé à l'indépendance de façon dite pacifique. Il y aura aussi une indépendance dite de façon brutale. Ça sera notamment la guerre en Algérie à partir des années 1960. Alors, quels sont les défis qui vont être donnés, qui vont être mis pour les futurs États qui accèdent à l'indépendance? Alors, forcément, ces défis sont de taille, ils sont énormes. N'oubliez pas que ces pays dépendaient pour la plupart du temps de l'aide coloniale. Toute l'administration, qu'elle soit française en Algérie, au Maroc, est évidemment issue de la métropole. Idem pour celle de la Grande-Bretagne. À partir du moment où les administrateurs, les fonctionnaires se retirent, il faut que le nouvel État crée de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux agents, bref, réorganise son administration. Ça prend du temps. On ne forme pas un fonctionnaire en quelques années. Il faut une bonne décennie. Il faut former des élites, il faut créer des écoles, il faut former des collèges, ensuite des universités pour à nouveau avoir une administration. Enfin, sociale. Un taux de pauvreté énorme va en résulter. Certains pays vont sombrer dans la pauvreté parce qu'ils n'ont plus l'aide des pays dits colonisateurs. Enfin, politiquement parlant, la démocratie ne s'apprend pas. Je vous rappelle qu'il a fallu plus de 150 ans à la France pour devenir une démocratie. On ne pouvait pas attendre de pays comme l'Algérie, comme l'Inde ou comme la Tunisie qu'elles deviennent des parfaites démocraties en quelque temps. Donc, les leaders de l'indépendance, Nehru, Bourguiba, vont progressivement devenir des dictateurs en puissance. C'est-à-dire que on va faire comme le moyen le plus simple, c'est-à-dire censure, surveillance policière, propagande, interdiction des partis d'opposition, et puis culte de la personnalité, statut, chant patriotique, puisque ces leaders bénéficient d'une aura considérable, donc tout naturellement accèdent aux fonctions de président de la République. Alors, l'exemple le plus tragicomique serait le colonel de Centrafrique, Bokassa, qui de lui se fait proclamer empereur du Centrafrique et se fait couronner selon les plus antiques rites napoléoniens avec couronne de laurier, sacre, etc., et carrosse. Mais en même temps, ces pays auront à s'affirmer vis-à-vis de l'URSS et des USA. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être ni dans un camp, ni dans un autre, ni dans le premier monde des USA, ni dans le second de l'URSS. Donc ils veulent dans leur voie à eux, qu'on va appeler le tiers-monde. Mais entre ces belles intentions et la réalité des faits, il y a une marge. C'est-à-dire que ces pays vont être contraints ou obligés de solliciter soit l'aide américaine, qui n'est jamais désintéressée, soit l'aide soviétique, ou alors là, ils vont être obligés d'adopter certaines pratiques ou certains régimes communistes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, technologique, soit des Américains, soit des Soviétiques. Mais cette accession des pays à l'indépendance ne se fait pas sans heurts. Je prends la guerre d'Algérie, je prends aussi la négociation admirablement menée par le président du Conseil de l'époque, Premier ministre Edgar Faure, qui lui a négocié en 1955 l'indépendance du Maroc. On aura moins de chance avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, c'était marqué que les territoires de la République française sont un et indivisibles. Or, l'Algérie n'était pas un protectorat, était département français. C'est pour ça que pour certains politiques, on ne pouvait se faire sécession d'Algérie, on ne pouvait se séparer de l'Algérie. Bon, il faudra en passer par là. Ce sera notamment l'intelligence du général de Gaulle avec les accords d'Évian de 1962 qui vont accorder l'indépendance à l'Algérie. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur cette décolonisation et cette accession à l'indépendance d'anciennes provinces
qui ont été autrefois colonisés, mais qui ont gardé, malgré tout, certaines us et coutumes de leur pays d'origine. Je pense notamment, si vous regardez les troupes hindoues, elles ressemblent, un peu plus colorées, curieusement, aux troupes britanniques. L'usage de la langue aussi. Le Nigeria parle couramment l'anglais, ce qui est encore une langue usitée. En Algérie, le français et le Maroc sont encore en usage. Donc certains pays vont conserver en même temps de leurs anciens pays colonisateurs certaines de leurs pratiques, mais en les adaptant effectivement à leurs coutumes et à leurs traditions. Je vous remercie de votre attention.